Bonjour. La compagne avec qui j'ai vécu pendant très longtemps disait parfois: Michael, il est gentil. Ce qui m'embête, par contre, c'est qu'il est gentil avec tout le monde. Et c'était vrai, c'était vrai. J'étais un homme gentil, j'étais un garçon gentil. J'ai en fait, jusqu'à un certain moment, toujours été gentil. Je pensais que c'était important d'être gentil. Je pensais que c'était la valeur, une valeur importante pour un homme d'être gentil. Je ne me rendais pas compte que c'était une recherche inconsciente de me faire accepter, de me faire aimer, d'éviter qu'on me quitte, qu'on me juge, qu'on me critique, comme beaucoup d'hommes, tous peut-être. J'ai vécu le rejet avec mon père, surtout à la divorce de mes parents, un rejet important. Et quand je suis allé avec ma mère aux Pays-Bas, ça s'est renforcé, ce rejet, puisque je n'étais pas vraiment accepté là où j'arrivais. La différence de culture, la différence de religion. En plus, j'étais costaud, donc j'étais déjà à la marge par rapport à ça. Quand je me battais, je gagnais. Bien sûr, je me battais pour me défendre. Je ne voulais pas me battre. Je voulais faire partie de groupes de garçons. Et je faisais beaucoup pour en faire partie. Jusqu'à même voler. Quand j'étais à l'école primaire. Mais ça n'a pas vraiment marché. J'ai toujours été en dehors. Et je passais ma vie à, à me faire aimer. Je ne comprenais pas pourquoi ma relation s'arrêtait plus tard. Je ne comprenais pas. Comme beaucoup d'hommes, d'ailleurs, aujourd'hui, qui ne comprennent pas comment une femme ne peut plus avoir envie d'être avec eux. Pourtant, ils sont gentils et ils font tout pour servir. Je ne comprenais pas ça à l'époque. J'étais gentil. J'étais devenu un gentil toutou. Et tout en faisant mon chemin spirituel et mon développement personnel, où beaucoup de choses se sont réparées et guéries, ma souffrance la plus forte, qui était bien évidemment le résultat de ce rejet, parce que en ayant une petite opinion de soi-même, il est logique que dans la relation avec les femmes, c'était difficile. N'ayant pas eu d'exemple par mon père, c'est normal que j'allais accumuler des échecs sans savoir comment les gérer. Et donc, ça a provoqué ma souffrance la plus importante, qui était donc intime, sexuelle, par rapport aux femmes. Des femmes que j'ai connues relativement tard aussi. Ma quête la plus importante était devenue d'être aimé. Et je portais plusieurs masques liés au rejet pour ça. J'étais hyperactif. Donc, je travaillais beaucoup. Je parlais beaucoup. Je pensais beaucoup. Je faisais beaucoup de plaisanteries. J'étais hypoactif aussi. Je me mettais en retrait. Je restais beaucoup, je me rappelle, dans une époque, dans ma chambre en train de développer des photos. Pas facile de me sortir de ma tanière. J'étais perfectionniste, bien sûr, pour être apprécié, pour qu'on me voie. Je faisais du sport pour me faire aimer. Je ne le savais pas, bien sûr, à l'époque, tout ça. C'est maintenant que tout ça, c'est très clair. Et je me dévalorisais. Je n'avais pas vraiment de valeur. Je passais d'échec en échec. Pour avoir mon bac, je le fais 3 fois. Pour avoir mon permis de conduire, je le faisais 3 fois. C'est pas parce que je n'étais pas capable, c'est que j'avais une telle idée dévalorisante de moi
que le moment venu, j'étais dans un stress terrible et donc je manquais, je ne réussissais pas. Et la souffrance, surtout intime, a carrément provoqué un éveil. À partir de ce moment-là, j'étais heureux. Ça a duré à peu près 12 ans. J'étais vraiment heureux. Pas de sexualité. Et ce qu'il en restait était frustrant. Pour ma compagne, bien évidemment aussi. Et pour moi. Et, et au bout d'un certain temps, j'ai compris que si je voulais toucher ma véritable puissance, il fallait que je me guérisse de ça aussi. La plupart de mes maladies étaient parties. Il restait les lumbagos de temps en temps, ou des crampes plutôt. Il restait l'allergie. Il restait le poids. Et il restait le problème intime. Et quand je commençais à m'en occuper, il y a eu une série de ruptures qui se sont produites. Ça a commencé avec mon père, mon tendon d'Achille, mon travail, ensuite, un an plus tard, avec ma compagne et mon lieu de vie, et ensuite, une autre compagne, et il y a un an en arrière, la dernière compagne. Et je voulais venir à mon tendon d'Achille. J'avais réussi à beaucoup calmer le jeu, beaucoup calmer le fait de me faire aimer. En tout cas, de manière consciente. Je n'arrivais pas. J'utilisais mon agenda pour limiter. Je programmais de ne pas prendre plus qu'un certain nombre de personnes par jour. Et j'ose dire que je réussissais. Mais pas entièrement. Pas entièrement. Je trouvais que j'étais arrivé pas mal loin. Et un jour, pendant le processus de retrouver ma puissance, et en effet, déjà, la rupture avec mon père m'a provoqué quelque chose qui a renforcé mon masculin. Mais quand à un moment donné, pendant un stage de tantra pour hommes, j'ai eu une rupture complète de mon tendon d'Achille à gauche. Le moment que je me suis effondré, je savais que ma vie allait changer pour toujours, de tout au tout. Que la vie allait m'aider à changer ma vie. Et déjà en chemin pour l'hôpital, avec l'homme qui m'accompagnait, j'ai décodé, j'essaie de comprendre. À l'hôpital, j'ai fait un poème. Je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le lire, mais il commençait avec « Tendons vers la vie, tendons vers la paix », avec le tendon. Et j'ai compris en fait que la rupture de tendon était pour me montrer qu'il fallait que j'arrête vraiment de tendre trop vers les gens. Tendre trop vers, arrêter de chercher à me faire aimer. Donc, j'ai arrêté en ce moment-là de l'hôpital, j'ai envoyé à tout le monde. Il me semble qu'il y avait 90 SMS que j'ai envoyés pour dire que j'arrêtais d'accompagner. J'arrêtais net et je me suis dit, je m'arrête et comme ça, je vais écouter la vie pour voir comment aller plus loin, si on peut dire comme ça, comment transformer les choses. Il fallait que j'arrête de tendre vers. Depuis là, en effet, je cherche de plus en plus à tendre vers moi, vers mon soi, encore plus. Il me fallait encore quelques temps. Je me rends compte que c'est seulement aujourd'hui, donc on est 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. C'est seulement aujourd'hui que j'arrive presque à sortir de ce besoin de sauver, qui est le signe du besoin d'être aimé pour moi.
que j'arrive à sortir de l'hyperactivité. Mais ce n'était pas la seule chose. Et ça date donc évidemment de mon départ d'Israël, que je cherche à me faire aimer. Et je viens d'une double culture différente, parce qu'après Israël, je suis parti aux Pays-Bas, et des Pays-Bas en France, et ici, c'était encore pire, parce que pour les Français, je suis bizarre. J'ai grandi dans la culture hollandaise, mais je viens de la culture israélienne. Ce sont vraiment des cultures différentes, et j'ai beaucoup fait de thérapie, parce que je me mettais en question, et c'est réellement tard que j'ai compris que j'étais simplement originaire de notre culture. Mais quand j'ai eu donc la rupture de tendon d'Achille, à l'hôpital, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Alors, au départ, je ne captais pas vraiment, mais quand j'ai compris ce que c'était, dans la nuit, un jour, je me suis réveillé et je savais que j'allais mourir, puisque la seule référence que j'avais, c'était par rapport au fils de Depardieu, qui est mort d'un staphylocoque doré à sa jambe. Je ne me connaissais pas assez bien pour comprendre mieux. Mais je me rappelle que je me suis dit dans la nuit, est-ce que c'est OK pour toi? Donc j'ai négocié comme ça à l'intérieur de moi et je me suis dit, oui, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Tu as fait de ton mieux. Et si c'est là où ça s'arrête, c'est OK. Et je me suis rendormi. Et le jour d'après, les médecins m'ont expliqué que même si c'était un staphylocoque doré assez important, il pouvait très bien se traiter. On m'a envoyé voir un spécialiste pour ça. Parce qu'il paraît qu'il y a des stratégies avec les staphylocoques pour le surprendre. Mais en même temps, j'ai décodé pourquoi j'avais la staphylocoque. Et le staphylocoque, c'était... Le premier mot que je trouvais, c'était l'intrusion malsaine. Et c'est vrai qu'en même temps que je me sentais rejeté et que j'avais vraiment des preuves du rejet, beaucoup de gens, toute ma vie, se sont permis de me dire ce qui n'allait pas avec moi. Et c'est en quelque sorte une intrusion malsaine. Les gens entraient dans ma vie, me dire et tout ça. Et doucement, doucement, j'ai compris. Et je me rappelle même à l'hôpital, à un moment donné, un vrai ami, hein, m'a dit, mais est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense que tu devrais changer? Et je dis, pourquoi? Elle dit, parce que je t'aime. Elle dit, non. Je dis, si tu m'aimes, tu me poses des questions, tu me soutiens, et tu m'aimes comme je suis, mais tu ne cherches pas à me changer. Et j'avais dit stop. C'est la première fois que je dis stop à une intrusion. Et 5 minutes plus tard, un autre ami qui m'a appelé par téléphone, c'était à l'hôpital, et qui posait les mêmes questions. Je faisais pareil. Et là, je captais le truc, où je compris qu'il fallait que je dise stop à l'intrusion. Et à partir de ce moment-là, tout doucement, hein, parce que ce n'est pas venu d'un coup, quand quelqu'un rentrait dans mon territoire sans être invité, j'avais de la colère qui montait. Et ça venait comme une espèce de spirale de ma jambe gauche, du tendon qui avait été arraché, comme pour me défendre. Avec la dernière compagne, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de colère. Elle m'a permis de me forger, comment dire, assez d'audace, de dire non, de dire stop, de poser mes limites. Et comment dire, en acceptant le risque de perdre. Depuis ce moment-là, donc depuis à peu près 2 ans, je ne suis plus vraiment le gentil Michael. Avant, je disais oui aux autres et non à moi-même. C'était toujours moi qui s'occupais du barbecue, c'était toujours moi qui portais les choses les plus lourdes puisque j'étais costaud. À partir de ce moment-là, j'étais plus le gentil Michael et je ne le suis toujours pas. J'essaie d'être juste avec moi.
de me dire oui. J'ai inversé la chose. Je ne dis pas d'emblée oui à l'autre, et donc du coup, souvent non à moi. Je dis oui à moi. Ça peut être en même temps correspondre à un oui à l'autre, mais ça peut être aussi être non à l'autre. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une facilité pour faire en sorte que les couples marchent, les relations. Parce que c'est devenu, comment dire, presque une spécialité, le territoire l'un de l'autre. Et je me rends bien compte que de ne pas respecter le territoire l'un de l'autre est un des bases des problèmes dans les couples ou avec les parents et les enfants. Et aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas nécessairement gentil. Et je peux très fortement m'énerver. Et je peux même encore piquer des crises énormes si quelqu'un, sans demander, entre dans mon territoire. Alors comment les gens le font? C'est très facile. C'est avec des jugements. J'ai appris de plus en plus à parler de moi, comme je l'explique dans d'autres vidéos, la communication vulnérabilité. Je parle de moi. Je m'interdis de rentrer dans le territoire de l'autre, de lui dire ce que je pense de lui, de dire ce qui doit changer, de dire je pense que tu, je sens que tu, je trouve que tu. Non. Si je le fais, je demande permission avant. Et il arrive que des gens entrent dans mon territoire de cette manière-là. Et dans ce cas-là encore, je peux être très virulent. Donc je ne suis plus vraiment le gentil Michael. Et quelque part, j'en suis fier, même si ça m'a fait perdre des amis. Ces amis m'ont permis de me construire, m'ont permis de dire non. Et encore aujourd'hui, comme je dis, quand un ami entre dans mon territoire, stop. S'il continue, je l'avertis. Et après, c'est vrai que ça se peut que ma colère sort de très anciennes colères. Et très souvent, ça arrive, c'est assez original, que quand je suis avec un ami, nouveau ami, et que je sens que ça pourrait jouer, je lui propose. Je lui propose de se mettre d'accord sur un mode de communication. Un mode de communication qui respecte le territoire. J'aime beaucoup entendre parler les gens d'eux-mêmes. Mais je n'aime plus qu'on intruse dans mon territoire. Et si quelqu'un a quelque chose contre moi, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Il peut le garder pour lui. Ça lui appartient ce qu'il pense de moi. Moi, je fais de mon mieux. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je dis oui à moi-même. À très bientôt. Au revoir.